Arles, un soir de mai, 20h15. Sur la place du Forum, une petite fille de 4 ans nommée Chloé tient dans sa main une vieille pièce de bronze, un simple denier romain, trouvé dans le jardin de sa grand-mère. Alors que ses parents commandent une grenadine, elle lève les yeux et murmure une phrase qui fige le temps. « Lakma lehod, leshma, la gouchma ». Le pain n'est pas que pour le corps. Ce que vous allez voir n'est pas une simple histoire d'enfant à l'imagination. Fertile. Dans les prochaines minutes, vous allez reconnaître la vérité derrière le cas de rémanence linguistique le plus documenté de notre époque grâce à 3 preuves irréfutables. Un accent galiléen du 1er siècle authentifié par un expert, la description d'un détail architectural caché dans les réserves d'un musée et les coordonnées exactes d'un objet perdu il y a 2000 ans. Mais comment une enfant née en Provence pourrait-elle parler une langue morte depuis 2 millénaires? Au début, ses parents, Marc et Sophie, sont amusés. Ils pensent à un jeu, à une langue imaginaire. Mais les phrases continuent, de plus en plus complexes, toujours dans cette même mélodie gutturale et inconnue. L'inquiétude s'installe. Ils commencent à enregistrer discrètement les monologues de Chloé sur leur téléphone. Des heures de murmures qui ne ressemblent à rien de connu. C'est là qu'intervient le docteur Alain Moreau. Un nom à retenir. Philologue à la Sorbonne. L'un des plus grands spécialistes des langues sémitiques en France. Lorsqu'on lui présente les premiers enregistrements, son diagnostic est immédiat et sans appel. Sa voix est celle d'un homme habitué à classer les faits. C'est du charabia, une glossolalie enfantine. Les enfants inventent des langages, c'est un processus de développement tout à fait normal. Affaire classée. Le problème, c'est que quelque chose dans la structure des sons dérange Marc, le père de Chloé. Il insiste. Qui envoie au professeur un nouvel enregistrement, réalisé avec un micro de meilleure qualité. Presta attention. C'est le tournant de toute cette histoire. Le lendemain, à 7 heures du matin, le téléphone de Marc sonne. C'est le docteur Moreau. Sa voix n'est plus la même. Le ton assuré a laissé place à une fébrilité presque palpable. Ce n'est pas du charabia. Mon Dieu, ce n'est pas du charabia. C'est de l'araméen. Mais pas n'importe lequel. Un dialecte galiléen archaïque. La prononciation de certaines consonnes pharyngales, elle n'existe dans aucun manuel moderne. C'est une reconstitution vivante. C'est théoriquement impossible. Si cette idée vous interpelle, sauvegardez cette vidéo, car la pièce suivante du puzzle, trouvée dans les réserves poussiéreuses d'un musée, défie toute explication logique. La confirmation du docteur Moreau change tout. Ce n'est plus une fantaisie d'enfant, c'est un dossier. Marc et Sophie, les parents de Chloé, décident de ne plus laisser le hasard guider leurs observations. Ils commencent à noter méticuleusement chaque phrase, chaque murmure de leur fille. 3 semaines plus tard, le 12 juin, la famille visite le musée de l'Arles antique. C'est une sortie dominicale, une tentative de retour à la normale. Dans la grande salle des sarcophages paléochrétiens, l'air est frais, silencieux, chargé d'éternité. Alors que ses parents admirent une mosaïque,
Chloé s'arrête net devant un sarcophage en marbre. Blanc, décoré de scènes bibliques. Elle pointe un doigt vers une frise latérale et dit d'une voix claire « Le lion qui pleure est triste, il est tout seul dans le noir. » Sophie regarde. Marc regarde. Il n'y a pas de lion qui pleure. La frise représente Daniel dans la fosse, avec 2 lions aux gueules figées, presque sereines. Comment est-ce possible? Regardez autour de vous dans la pièce où vous êtes. Maintenant, essayez de décrire un objet qui se trouve dans la cave. Un objet. Que vous n'avez jamais vu. C'est précisément le défi que Chloé venait de lancer à la logique. Intrigué, Marc aborde une conservatrice qui faisait sa ronde, une femme d'une 50aine d'années nommée Hélène Bernard. D'abord polie mais sceptique, elle écoute le père de famille lui expliquer la situation, lui montrant même sur son téléphone les notes qu'il a prises. Elle répond avec une patience professionnelle. « Monsieur, les enfants ont une imagination débordante. C'est ce qui est. » Merveilleux. Il n'y a jamais eu de lion qui pleure sur ce sarcophage. Mais Marc insiste, il sent quelque chose. Il demande si d'autres pièces similaires, peut-être endommagées, ont été exposées par le passé. Presta attention, c'est ici que la rigueur d'une archiviste rencontre l'inexplicable. Agacée mais professionnelle, Madame Bernard accepte de vérifier dans les registres d'inventaire sur son ordinateur. Sur l'écran, elle fait défiler des dizaines de fiches. Soudain, elle s'arrête. Son visage change. Une fiche inventoriée sous le numéro 88C décrit un sarcophage au thème similaire, retiré de l'exposition en 1974 suite à une dégradation lors d'un transport. La note de l'époque, rédigée par son prédécesseur, est précise. Elle mentionne « fissure notable partant de l'œil droit d'une des sculptures de Lyon, donnant l'impression d'une larme. Pièce déplacée aux réserves du sous-sol. » Le silence s'installe dans le bureau. La conservatrice relève la tête. Regarde Marc et ne dit qu'un mot. Suivez-moi. Ils descendent un escalier en colimaçon étroit et froid. L'air change, s'épaissit, chargé d'une odeur de pierre humide et de poussière millénaire. Le bruit de leurs pas sur le béton brut résonne dans le silence. Chaque marche les enfonce un peu plus dans les entrailles du temps, loin des salles d'exposition lumineuses. Madame Bernard actionne un interrupteur. Une rangée de néons blafards s'allume, avec un grésillement, révélant un... labyrinthe d'étagères métalliques qui s'étendent à perte de vue. Des centaines d'objets dorment là, sous des draps blancs, fantômes du passé, attendant leur heure. Mais comment une enfant de 4 ans aurait-elle pu savoir ce qui se cachait ici? La question tourne en boucle dans la tête de Marc. La conservatrice avance avec une assurance tranquille dans ce dédale, s'arrêtant finalement devant une section portant l'étiquette « Lapidaire, période paléo-chrétienne ». Elle consulte une petite étiquette sur le rayonnage. 88C, c'est ici. L'objet est massif, recouvert d'une bâche en plastique épais, gris de poussière. Un silence presque religieux s'installe,
tandis que Madame Bernard la saisit par un coin. Elle tire. Le plastique glisse lentement, révélant la pierre ocre du sarcophage. C'est une pièce magnifique, mais ce n'est pas ce que Marc cherche. Ses yeux balayent la surface, cherchant le détail, la preuve. Sur le flanc droit, une frise sculptée représente des scènes bibliques, encadrées par deux lions majestueux. Ils s'approchent. Le lion de gauche est intact, mais celui de droite, c'est là. Partant du coin de l'œil droit, une fine fissure, sombre et sinueuse, descend le long de sa joue de pierre. C'est indéniable. C'est une larme de pierre figée depuis des décennies dans l'obscurité d'un sous-sol. Madame Bernard reste sans voix, la main encore crispée sur la bâche. Elle murmure, plus pour elle-même que pour Marc. C'est impossible. Personne n'a accès à ces réserves sans autorisation. Cet objet n'a jamais été photographié en détail depuis son entreposage. Elle se tourne vers Marc, son regard de scientifique croisant celui de l'enquêteur. Comment a-t-elle pu savoir? La deuxième preuve était là, solide, tangible. Le lion qui pleure n'était pas une invention, c'était un fait, un secret gardé par les murs du musée. L'écho temporel de la voix n'était plus une simple hypothèse. Mais pour convaincre les plus sceptiques, il fallait plus qu'une coïncidence, aussi troublante soit-elle. Il fallait une prédiction, un acte qui ne pourrait être expliqué par aucune logique connue. Segura Isso, car c'est Chloé elle-même, avec la simplicité désarmante de ses 4 ans, qui allait fournir la clé finale, dessinant une carte vers un trésor endormi depuis 2000 ans. 3 jours plus tard, le 12 mai à 10 heures du matin, le téléphone de Marc sonne. C'est la mère de Chloé. Sa voix est un mélange d'excitation et de confusion. Vous devez venir, c'est à propos d'un dessin. Marc arrive chez eux une demi-heure plus tard. Sur la table de la cuisine, à côté d'un bol de céréales à moitié vide, se trouve une feuille de papier A4. Dessus, un gribouillage au feutre vert et marron. Chloé, assise sur sa chaise haute, pointe le dessin du doigt et répète une phrase en boucle, cette fois dans un français enfantin mais clair. 30 pas vers le soleil qui dort. La lampe de terre est là. Marc examine le dessin. C'est une carte rudimentaire mais étrangement précise. On y voit une longue allée bordée de ce qui ressemble à des boîtes, les sarcophages des Aliscans, et un grand cyprès se détachant des autres. Une croix est dessinée à une certaine distance de l'arbre. Mais comment prendre au sérieux le gribouillage d'une enfant? Pensez à la dernière fois qu'un de vos neveux ou nièces vous a raconté une histoire. C'était un mélange de réalité et de fiction, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que dans ce mélange se cache une coordonnée GPS précise. C'est exactement le dilemme de Marc. Le soleil qui dort, murmure-t-il. C'est l'ouest, le couchant. Il regarde les parents. Elle n'a visité les Aliscans qu'une seule fois, il y a plus d'1 an, confirme le père les bras croisés. C'est la preuve prophétique que le docteur Moreau attendait. Ce n'est plus une description du passé, mais une instruction pour le présent. Une
Chasse au trésor dictée par une voix vieille de 2 millénaires. Marc prend une décision. Il appelle un contact, le docteur Philippe Arnaud, un archéologue local respecté, connu pour son esprit ouvert, mais sa rigueur scientifique. Il lui explique la situation, s'attendant à être éconduit. Mais après un silence, Arnaud répond simplement « Rendez-vous à l'entrée des Aliscamps dans 1 heure, apportez le dessin. La curiosité est le moteur de la science après tout. » À 14 heures précises, sous un soleil de plomb, Marc, les parents de Chloé et l'archéologue se tiennent devant le plus vieux cyprès de la nécropole. L'air est lourd, chargé du parfum des pins et du silence de la pierre. Arnaud déplie le dessin, le compare au paysage. « C'est bien cet arbre, dit-il. Maintenant, 30 pas vers l'ouest. » Il sort un décamètre de sa sacoche. Presta attention. Chaque pas qu'il s'apprête à faire est un pas qui pourrait soit discréditer toute l'affaire, soit la faire. Basculer dans l'histoire. Le ruban métallique du décamètre siffle doucement en se déroulant. 22 mètres et 50 centimètres, la distance équivalente à 30 pas d'un homme de taille moyenne. Arnaud plante un petit piquet rouge dans la terre sèche et craquelée. Le point final. Il se trouve à quelques mètres seulement de l'allée principale, un endroit piétiné des milliers de fois par des touristes, sans que personne ne se doute de rien. Et si tout cela n'était qu'une farce? Une coïncidence absurde. Le père de Chloé passe une main sur son visage, l'air accablé par la chaleur et le doute. La mère serre le dessin de sa fille contre sa poitrine comme une relique. Arnaud, lui, sort de sa sacoche une petite truelle de fouilles et s'agenouille. Le métal gratte la surface. Le son est sec, banal. Il retire les premières couches de terre, de racines et de cailloux. Rien. 10 centimètres plus bas. Toujours rien. Le silence n'est brisé que par le chant des cigales. Et la respiration suspendue du petit groupe. Maintenant, écoutez bien. À environ 20 centimètres de profondeur, la truelle émet un son différent. Un toc sourd, mat. Ce n'est pas le bruit d'une pierre. Arnaud pose son outil et commence à dégager la terre avec ses doigts, avec la précaution d'un démineur. Une forme courbe et ocre apparaît, puis une autre. Il les extrait délicatement, les dépose sur un chiffon. Ce sont des tessons de poterie. 3 fragments qui, une fois, assemblés, révèlent la forme immistakable d'une lampe à huile. Philippe Arnaud se relève, la poussière sur les genoux, les fragments dans la paume de sa main. Son regard de scientifique, habituellement neutre, est chargé d'une émotion qu'il ne cherche pas à cacher. Il lève les yeux vers Marc et les parents. C'est une lucerne, gallo-romaine, premier, peut-être début du IIe siècle. Sa voix est presque un murmure. C'est impossible. Le mot flotte dans l'air lourd de l'après-midi. La lampe de terre était là, exactement là. Ce n'était plus une question de foi ni de psychologie infantile. C'était de l'archéologie. Un fait tangible, cuit dans l'argile il y a 2000 ans et déterré sur la foi des paroles d'une enfant de 4 ans. La boucle était bouclée, mais une autre, bien plus vertigineuse, venait de s'ouvrir. Car si Chloé savait où se trouvait cet objet, que savait-elle d'autre?
De retour à la maison des grands-parents, l'atmosphère n'est plus à l'inquiétude, mais à une sorte de vertige sacré. Les 3 fragments de la lucerne sont posés sur un velours noir, sur la table de la cuisine. Ils ne sont plus de simples morceaux de terre cuite. Ce sont les pièces d'un puzzle qui défie la raison. Le docteur Arnaud, l'archéologue, les photographies sous tous les angles, les mesures, note la composition de l'argile. Il fait son travail, mais son regard n'est plus le même. Chaque geste est empreint d'une gravité nouvelle. Il n'analyse pas un artefact, il interroge un miracle. Ce soir-là, il appelle le docteur Alain Moreau à Paris. La conversation est brève, factuelle. Arnaud décrit la découverte, le lieu, la profondeur, la datation préliminaire. Un long silence pèse à l'autre bout du fil. Puis la voix de Moreau, habituellement si posée, craque légèrement. « Philippe, vous me dites que vous avez trouvé un objet du 1er siècle sur la base des indications d'un dessin d'enfant ?» Arnaud répond simplement « Dolt, je l'ai dans la main. Prenez une seconde pour comprendre ce que cela signifie. Pour ces 2 universitaires, le monde vient de basculer. Ce n'est plus une affaire de linguistique ou d'archéologie. C'est autre chose. Une porte s'est ouverte entre 2 disciplines qui ne se parlaient jamais. Moreau annonce sa venue. Je prends le premier TGV demain matin. Nous devons systématiser. Enregistrer chaque mot, chaque geste. Nous ne sommes plus des observateurs, nous sommes des... témoins. Mais le véritable choc a lieu le lendemain, avant même l'arrivée du philologue. Alors que sa mère nettoie délicatement les fragments de la lampe avec une brosse douce, Chloé s'approche. Elle pose son petit doigt sur l'un des tessons et murmure une nouvelle phrase plus longue, plus complexe que les précédentes. Sa mère, qui a désormais toujours son téléphone à portée de main, enregistre. L'audio est immédiatement envoyé à Moreau, qui est déjà dans le train pour Avignon. Ça Réponse arrive par message, 20 minutes plus tard. Une transcription suivie d'une traduction qui glace le sang des parents. Shraga datunaral gabrad katin, la lampe du potier pour l'homme des linceuls. Le mot n'était pas tombé au hasard. Il ne s'agissait plus seulement de savoir où était un objet, mais de savoir à qui il avait appartenu. Et ce propriétaire, cet homme des linceuls, qui était-il? La question n'était plus seulement de savoir comment Chloé savait, mais qui... parlait à travers elle. L'arrivée d'Alain Moreau le lendemain à 11h23 précise n'est pas celle d'un universitaire triomphant. C'est un homme grave, presque solennel, qui descend du TGV en gare d'Avignon. Il ne transporte pas une mallette, mais 2 valises d'équipement audio de haute précision. Dans la voiture qui le mène à la maison, il ne pose aucune question sur Chloé. Il interroge sur la météo, sur la lumière, sur l'acoustique de la pièce où ils vont travailler. Il prépare une... scène, non pour une expérience, mais pour un témoignage. Le salon des grands-parents est transformé. Un micro directionnel est installé sur un trépied. Un enregistreur numérique est calibré. Moreau demande le silence absolu.
Il ne s'adresse pas directement à Chloé. Il s'assied par terre, à sa hauteur, et sort de son sac une série d'objets. Une pierre polie, une feuille de chêne, une petite figurine romaine en terre cuite. Il les aligne sur le parquet, sans un mot. Chloé l'observe. Curieuse. Pendant près d'une heure, il ne se passe rien. Le silence n'est rompu que par le tic-tac d'une vieille horloge comtoise. Les parents retiennent leur souffle. Est-ce que tout était fini? Était-ce une simple fulgurance? Et si la source s'était tarie? Moreau reste impassible. Puis il sort un dernier objet de son sac, un petit carré de lin brut, non blanchi, une simple étoffe, semblable à des milliers d'autres. Il le pose délicatement devant la fillette. Chloé se penche. Elle ne touche pas le tissu. Elle le regarde fixement. Ses lèvres bougent. Moreau active l'enregistrement d'un geste discret. La voix de Chloé s'élève, claire, posée, mais chargée d'une tristesse infinie. Hushbikla, Bikabra, Yosef Shakal Shraga. Moreau ferme les yeux comme pour mieux entendre. Il ne bouge pas, mais on peut voir une veine battre sur sa tempe. Une fois le silence revenu, il arrête l'enregistrement. Il se lève lentement, le visage pâle. Il regarde les parents. Et dit, la voix étranglée par l'émotion, « Il l'a laissé dans le tombeau. Joseph a pris la lampe. » Le puzzle venait de prendre une dimension personnelle, intime. Il n'était plus question d'un objet anonyme. La lampe avait un gardien, un homme nommé Joseph. Et cet homme avait été le témoin d'une scène dans un tombeau. Mais quel tombeau? Et qui était cette île qui avait été laissée derrière? Le silence qui s'ensuivit dans le salon fut plus profond que tout ce qu'ils avaient. Connu. Ce n'était plus de la curiosité, c'était une sorte de vertige sacré. Les parents de Chloé regardaient Alain Moreau, attendant une explication, une rationalisation, mais l'expert semblait lui-même avoir perdu pied. Il a dû s'asseoir sur le canapé, passant une main tremblante sur son visage. Il a réécouté l'enregistrement 3 fois de suite, à faible volume, comme s'il avait peur de déranger des fantômes. Puis, il a relevé la tête, les yeux brillants. Joseph. Joseph. D'Arimathie. La phrase est tombée comme une certitude, pas une hypothèse. La structure de la phrase, l'utilisation du passif, c'est le récit d'un témoin oculaire, quelqu'un qui a vu le corps être déposé, et qui a vu Joseph prendre la seule source de lumière avant de partir. Presta attention. Cette description ne correspond à aucun texte connu, ni aux évangiles canoniques, ni aux apocryphes. C'est un fragment manquant, une scène perdue, racontée non pas par un scribe des siècles plus tard, mais par une voix qui semble y avoir assisté. C'est ici que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent avec une force terrifiante. La lampe à huile trouvée aux Aliscamps, ce n'était pas un simple artefact, c'était l'objet témoin, la lampe de Joseph. La lampe qui a éclairé le tombeau du Christ pendant quelques instants cruciaux. Notre mécanisme, l'écho temporel de la voix, n'était plus une théorie fumeuse, c'était la seule explication plausible. Une charge.
émotionnelle et spirituelle d'une intensité inimaginable, celle d'un événement qui a changé la face du monde, s'était imprimée dans l'argile de cet objet modeste. L'objet, probablement conservé comme une relique par les premières communautés chrétiennes, a voyagé. De la Judée à la Gaule romaine jusqu'à Arles, emportant avec lui une mémoire silencieuse. Une mémoire qui a attendu 2000 ans, dans la terre d'une nécropole, qu'une sensibilité unique, celle d'une petite fille de 4 ans, entre en résonance avec elle. La boucle était fermée. Le lion qui pleure, la carte des Aliscans, le dialecte galiléen, tout menait à cet instant précis dans un tombeau de Jérusalem. Nous avons compilé l'intégralité des analyses linguistiques de Moreau et les photos des archives dans un dossier complet. Je l'ai mis en lien dans le premier commentaire pour ceux qui veulent plonger dans les détails techniques. Car maintenant, la question n'était plus de savoir ce que Chloé disait, mais de comprendre les implications d'une telle découverte. Les implications dépassent la linguistique ou l'archéologie. Elles touchent à la nature même de la conscience humaine. Si la mémoire peut se transmettre ainsi, par-delà les siècles, alors l'histoire n'est plus une simple ligne droite de faits passés, mais un océan vivant, dont les vagues peuvent encore atteindre notre rive. Le cas de Chloé n'est peut-être que la première goutte d'eau. Pour comprendre la méthode, d'analyse exacte que le docteur Moreau a développé pour valider ce cas, nous avons créé un guide pratique qui décompose tout en 3 étapes. C'est le premier lien en description. Si cette enquête vous a éclairé, la meilleure façon de nous soutenir est de vous abonner. La semaine prochaine, nous ouvrons un dossier tout aussi déroutant, celui des cartes impossibles de Piri Reis,